Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées, hein, je le dis tout de suite. Hein, comme je l'ai dit un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai répété la phrase de Coluche, le gars il venait nous vendre de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui, hein, ça c'est moi. Donc je vais faire ce que je peux. Je vais vous parler effectivement un peu de d'où ça vient, de l'histoire, parce que plus ça va, je pense que plus je vieillis et plus mes élèves ingénieurs râlent, parce que je commence toujours par raconter l'histoire de d'où ça vient, les concepts, avant de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, effectivement, on va voir quelques applications. Et puis surtout, je vais essayer de stresser un petit peu. euh, Pourquoi est-ce qu'on en parle tant maintenant? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis 2013. Et c'est pour ça aussi que j'ai intitulé mon topo, non pas intelligence artificielle, mais intelligence artificielle et la force brute, parce que il y a un nouveau pion dans le jeu qui est un jeu de Go sûrement très compliqué, mais qui fait que on n'a pas simplement des algorithmes, mais on va avoir des algorithmes et de la force brute de calcul et de données, et c'est l'ensemble qui va sans doute faire un bond et qui change de l'intelligence artificielle qu'on connaissait ou dont on entendait peut-être plus trop parler depuis quelques années, mais il y a effectivement un gap important qui s'est produit ces dernières années. Alors bon, allons-y doucement. Rassurez-vous, j'ai beaucoup de photos comme ça pour vous délasser un petit peu entre les choses pas très forcément sympathiques que je vais vous passer. Donc euh, on va quand même commencer par la définition de l'intelligence. Si vous en avez une, ça sera bien. Il n'y a évidemment pas de bonne définition d'intelligence. Euh, j'ai juste mis quelques petits mots: avoir de la mémoire, faire des calculs, effectuer un raisonnement, décider, apprendre, gérer des situations, inventer de l'abstrait, avoir des idées, ressentir des émotions, penser aux autres, penser à soi. Bon, la liste est forcément très très longue, mais euh, ça va être aussi, par rapport à la conclusion tout à l'heure, de savoir finalement qu'est-ce qui s'allume là-dedans, dans ce qu'on sait faire, et qu'est-ce qui n'est pas encore allumé, mais qu'est-ce qui pourrait s'allumer dans un avenir proche, quoi. Hein. Bon, donc ça, ensuite, bah, comme Philippe, tu étais là, forcément, il me fallait une ou deux phrases. Mais donc, j'en ai pas trouvé de Pierre Dac, mais j'ai quand même trouvé de Woody Allen et de Pierre Desproges. Donc, de Woody Allen, l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Et Pierre Desproges, sur scène, qui racontait que c'est important, l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. L'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Donc, il y a aussi deux ou trois autres définitions que j'ai trouvées aussi sur Internet, hein, et qui sont pour moi très, euh, avec le recul de ce qu'on sait faire technologiquement, intéressantes. Hein, la faculté d'adaptation pour André Gide. Celle de Kant, moi qui n'ai jamais lu Kant, est très intéressante parce que on mesure l'intelligence d'un individu et la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Et bon, on va voir en conclusion que justement cette part d'incertitude qui va arriver par l'intelligence artificielle moderne, c'est la première chose que les humains ne supportent pas dans l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et alors, si on regarde une définition de l'intelligence artificielle, ben, j'en ai une très vieille, hein, un des vieux créateurs de l'intelligence artificielle, Minsky, qui dit que ben, c'est juste des programmes informatiques qui résolvent des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau. Et donc voilà, le processus mental de haut niveau, bah, évidemment, ça questionne tout de suite sur comment est-ce qu'on va faire pour représenter dans une machine des processus mentaux. Et on va voir que, ben, d'abord, c'est pas hier ou avant-hier qu'on a commencé à y penser. Hein, ça fait depuis, je vais passer ça, depuis les années 40 et 50. Et donc,
En 50, la personne sans doute la plus importante du XXe siècle pour l'informatique, c'est Alan Turing, et qui a donc écrit dans un journal philosophique, pas un journal d'informatique, il n'y en avait pas à l'époque de toute façon, un article, et puis cet article, ça a été considéré de façon très importante, non pas par les mathématiciens ou pré-informaticiens non seulement de l'époque, mais par vraiment toutes les communautés scientifiques, parce que ça posait des questions importantes. Il y avait, côté mathématicien, une première question qui était de savoir à quoi devait ressembler une machine, quelle que soit sa façon d'être mise en œuvre. Et donc ça répondait à une question du grand mathématicien David Hilbert. Existe-t-il un algorithme qui décide si un énoncé formel dans un système logique est valide ou non? Alors, c'est incompréhensible, c'est normal, c'est des mathématiciens, mais c'est juste pour dire jusqu'à quoi est capable de répondre un algorithme. Donc une suite logique d'instructions par rapport à quelque chose. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Donc voilà, jusqu'où ça peut aller. Et donc évidemment, quand on va parler d'intelligence ou d'intelligence artificielle après, est-ce qu'on va, puisque l'informatique est une science, est-ce qu'on va jusqu'à Dieu? Est-ce que la machine est capable de concevoir la machine qui va concevoir d'autres machines? Et en même temps qu'il y avait cette question, cette présentation de la machine de Turing, qui après a été la façon dont on a finalement mis en œuvre tous les ordinateurs de la planète, avec juste 4 ou 5 instructions de base, un ruban infini comme ça, avec des possibilités d'avancer, de reculer, de changer la valeur d'une case du ruban. Eh bien, voilà, on a construit tous les ordinateurs avec cette base philosophique. Et en même temps, donc, qu'on avait cette machine, l'autre chose qui est stupéfiante, qui est dans le même article, c'est le test de Turing. Donc ça, c'est juste une machine qui a été construite à Normal Sup Lyon en 2012 avec 30 000 pièces de Lego et qui réalise l'équivalent d'un ordinateur qui valide une machine de Turing. Donc il y en a beaucoup de construites un peu partout là depuis 10 ans. C'était pour fêter la mort de Turing. Et donc le test de Turing, c'est est-ce qu'une machine peut se faire passer pour un humain? Et donc depuis 30 ans, c'est quelque chose qui se passe chaque année. On a donc derrière un rideau, vous êtes devant le rideau, vous discutez. Alors, évidemment, c'était pas une discussion vocale à l'époque, mais aujourd'hui c'est des discussions vocales. Vous posez des questions, vous discutez avec l'interlocuteur qui est derrière le rideau, et la question c'est est-ce que l'interlocuteur est un homme ou une machine? Et là, on est rendu à se dire que on ne peut pas savoir à 80-85%. Donc on commence à avoir des difficultés parce qu'évidemment la machine aujourd'hui, quand on lui demande un calcul, elle va pas forcément répondre en mettant la 10e décimale. Elle va dire qu'elle ne sait pas, ou elle va inventer un poème en réponse. Donc voilà, on n'a pas forcément une facilité comme on avait au début. Et donc ça, c'est évidemment en lien avec l'idée d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de machines conscientes. Alors, les débuts de l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est les années 40-50. Il y a eu deux grandes façons de voir cette intelligence artificielle. Ça a commencé très très vite. Dans les années 40, donc, Norbert Wiener, qui est l'inventeur de la cybernétique, a voulu modéliser le cerveau humain. Et en tant que cybernéticien, c'est-à-dire je veux une boîte noire avec des entrées, des sorties, et la seule chose qui changeait d'un système automatique, comme une machine standard, c'était la boucle de rétroaction, la grande invention de Norbert Wiener, pour modéliser le cerveau humain, pour dire que en fonction de ce qui sort, je vais changer mon comportement, ça va devenir aussi une entrée. Donc évidemment, je suis dans la rue, je marche, s'il y a une voiture, je vois la voiture, je change mon comportement, et ça c'est cette boucle de rétroaction qui modélise de façon très très
bas niveau un comportement. Et donc pendant une dizaine d'années, il va lancer des conférences qui s'appellent les conférences Macy, qui vont se tenir à New York avec des mathématiciens, des neurologues, des psychologues, des économistes, pour pouvoir commencer à designer ces fameuses machines qui auraient le plus de réflexion possible et qui ressembleraient à un comportement intelligent. Et donc ça va être une première façon de voir les choses en tant qu'automaticien, mais avec l'aide des biologistes. Et donc ça va permettre, par ce mélange pluridisciplinaire, de créer un premier modèle mathématique qui s'appelle un neurone formel, et de développer une des deux approches, parce qu'on va parler de façon assez sommaire de deux grandes familles d'intelligence artificielle, qui sont cette première approche qui est le connexionnisme, c'est-à-dire que finalement je regarde. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de machines pour regarder le cerveau humain et surtout de le regarder en fonctionnement. Mais je vais modéliser le passage d'un neurone à un autre, ce qui peut être au niveau le plus bas, et après, je vais juste en mettre plusieurs pour voir comment ça se passe. Et donc ça va permettre à un neuropsychologue de l'époque d'avoir le prix Nobel avec la règle de Hebb qui permet d'expliquer la mémoire via justement ce processus de cette boucle de rétroaction. Et donc, à partir de là, donc, on a une espèce de début de compréhension neuronale du cerveau humain, et puis ça va donc être pris comme le modèle pour les gens qui vont faire développer les machines. Donc, au total, ce connexionnisme, c'est l'approche, on va dire, par le bas. J'ai mis ça en haut juste pour que vos connexions neuronales soient un peu embêtées. Et l'approche par le haut, je l'ai écrit en bas. Donc, approche par le bas, ça veut dire que, encore une fois, je prends le plus petit élément, je les mets les uns avec les autres, et puis je vois comment l'information va transiter de l'un à l'autre. Et puis, très vite, on va avoir d'autres mathématiciens et des gens du langage qui vont se dire non, le cerveau, ça marche pas comme ça. Le cerveau, c'est d'abord et avant tout, pour un cerveau humain, c'est avant tout le langage, l'expression pour l'humain, ça va passer par le langage. Et donc, il me faut une manipulation symbolique, donc un langage particulier, pour pouvoir réussir à avoir une machine intelligente. Et donc, on va voir que ces deux approches vont donner deux types d'intelligence artificielle qui ne sont pas incompatibles. Il y a des machines qui vont utiliser un peu des deux, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait important, parce que aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, en gros, la moitié des algorithmes vont utiliser du connexionnisme, des réseaux de neurones, et l'autre moitié ce qu'on appelle des systèmes experts, un mécanisme totalement différent qui va partir du haut et qui va modéliser une situation et puis avec des règles faire que ça fonctionne et produire des résultats. Et sur des années 70 à aujourd'hui, sur certaines dizaines d'années, c'est un modèle qui va donner les meilleurs résultats. Sur d'autres, ça va être l'autre modèle. Donc il n'y a pas antagonisme. Alors, je vais aller assez vite sur tout ça. Vous aurez ça sur les diapos si vous voulez les revoir après. Mais donc ça, c'est du côté donc des gens qui réfléchissaient côté langage. Ils vont, donc c'était essentiellement on va dire des matheux. Il y avait Shannon, donc qui a inventé la théorie de l'information. Et puis les autres, c'était des pré-informaticiens, parce que encore une fois, il n'y avait pas de machine à l'époque, donc où il y en avait deux ou trois. Et donc côté du cognitivisme, on veut manipuler des symboles
donc dire qu'on part du postulat que le lien entre la pensée et le reste du monde se passe par le langage, et donc il nous faut des nouveaux langages pour manipuler ces symboles. Bon, j'ai mis l'exemple de Gabusomeux pour rappeler que les Shaldoks avaient aussi leur langage et que c'était. Mais c'est un bon exemple parce que voilà, on a juste 4 éléments de langage et puis après on peut les associer, on peut faire des choses complexes à partir d'un nombre très faible d'éléments de langage. Et la preuve, c'est que les ordinateurs en ont que 2, 0 et 1. Donc cette approche cognitivisme va être celle qui va vraiment l'emporter pendant des années 60, 70, 80. Et donc, on va commencer avec des langages spécifiques à démontrer des théorèmes de maths. Donc, c'est parce qu'on commence par le plus facile. Hein. J'ai A, j'ai B. Si A implique B, alors je peux faire des choses. Donc, c'est très logique et ça va être le plus facile à faire. Bon. De là, on va se dire, on va pouvoir commencer à démontrer les théorèmes de maths, on va pouvoir maintenant passer à un problème un petit peu difficile. Philippe, tu en as parlé tout à l'heure, c'est des traductions en langage de langue et des choses comme ça. Et donc, on va en même temps donc, créer des langages spécifiques, donc pas simplement le Gabusomeux, mais un langage qui s'appelle le Lisp. Et tous ceux qui en ont fait savent qu'il faut mettre beaucoup de parenthèses à la fin pour que ça fonctionne. Mais c'est des langages qui sont assez rigolos parce que des langages informatiques, parce que avec ce langage-là, on peut construire d'autres programmes que le programme peut construire d'autres programmes et le programme peut se modifier en cours d'exécution. Donc ça rappelle aussi la boucle de rétroaction. Le Lisp, ça n'a pas été simplement utilisé en intelligence artificielle, ça a été utilisé, moi je me rappelle quand j'étais en doctorat à l'hôpital, je faisais des mathématiques à l'école centrale et autre chose de l'imagerie médicale à l'hôpital, on avait à l'époque un fournisseur français de machines qui avait toutes les machines qui étaient programmées en Lisp. Et ça permettait d'avoir très peu de mémoire à l'époque et de tomber beaucoup moins souvent en panne que des plus grosses machines où il fallait aller, où j'allais, quand le patient était sur la table, j'allais faire des reboots parce que c'était pas tout à fait bien. Donc on va commencer toujours à améliorer ces choses-là, je passe là-dessus. Et puis, il y a un moment où ça va pas fonctionner. Parce qu'on a commencé, on est en pleine guerre froide et on va commencer à vouloir traduire de l'américain en russe, du russe en américain, hein, et on va commencer à se rendre compte que finalement, faire une traduction de langage, c'est bien plus compliqué que faire des démonstrations de géométrie en mathématiques. Et donc ça va être arrêté, enfin tous les supports, alors que c'était l'armée américaine avait mis beaucoup d'argent là-dedans, ça va être à peu près arrêté. Hein, juste pour donner un exemple très célèbre, donc pour savoir si la traduction marchait bien, ce qu'on faisait, on écrivait des phrases en américain, on les faisait passer par la machine pour qu'elle les écrive en russe, et puis une fois qu'elle les avait écrites, on les faisait repasser en américain pour voir si le résultat correspondait à ce qu'on avait au départ. Hein. Et donc la phrase célèbre, c'est l'esprit est fort mais la chair est faible, qui était donnée en américain. On passait la machine en russe, on revenait du russe, et le retour, c'était la vodka est forte, mais la viande est pourrie. Hein, et donc ça donne une petite idée de la complexité aussi, même si la même machine savait très bien faire des démonstrations mathématiques. On voit la différence entre les mathématiques et le langage ici. Donc, va s'en suivre dans les années 70 des premières phases où on va se dire non, finalement l'intelligence artificielle ça marchera pas, et puis donc avec à la fois ce que tu disais aussi Philippe,
une vision binaire. Soit c'est vraiment, on sait que il y a que ça, donc Minsky qui disait en 1970, dans 3 à 8 ans, nous aurons une machine avec l'intelligence générale d'un être humain ordinaire. Hein. Donc on n'y est pas tout à fait. Et puis des gens qui commencent à être critiques, et ils sont critiques en se disant que un des principaux problèmes, ça va être justement ce problème du langage. Hein. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème du langage, déterminer le sens des mots et des phrases dans un certain contexte, tant qu'on ne saura pas faire ça, on ne saura pas avancer en intelligence artificielle. Ça n'empêche pas que toujours dans les mêmes années, hein, là on est en 65-67, on a des premiers bons résultats, avec des choses assez étonnantes, qui est du coup de l'attachement de patients à la machine ou à l'algorithme. Un système ELISA qui était capable de dialoguer en incarnant le rôle d'une psychologue. Donc on voit que les gens étaient quand même en avance, parce qu'on va voir à la fin que c'est des choses qui reviennent maintenant. Il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent qu'il y avait des patients qui adoraient leur machine ELISA pour pouvoir discuter. J'ai un de mes étudiants en doctorat qui m'a dit qu'il y avait un film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps qui causait aussi de ça, où l'informaticien devenait amoureux de sa machine. J'ai pas vu. Et 67, premier programme d'échecs avec des performances satisfaisantes. Hein. Le tout premier programme d'échecs avait été écrit par Shannon. Et c'était pas du tout de l'intelligence artificielle, c'était juste ce qu'on appelle un algorithme alpha-bêta, c'est-à-dire je regarde la meilleure situation pour moi, après je regarde ce que ça fait comme la plus mauvaise situation pour l'autre, et je continue. Et comme il y avait très peu de volume de calcul possible, bon, ça donnait pas des très grands résultats. Mais l'algorithme va servir à plein d'autres choses, mais encore une fois, c'était pas de l'intelligence artificielle. Toujours durant les années 70, là, parce que je vous ai parlé que d'Américains pour l'instant, donc il faut quand même faire un petit cocorico maintenant. Donc il va y avoir un autre langage, pas le Lisp, un autre langage qui va être inventé par un Français, Alain Kolmerauer, et qui est fait vraiment pour cette approche de se dire je vais séparer ce que je sais du domaine, qu'on va appeler des faits, de la machinerie qui va les engreger pour pouvoir donner des réponses. Et donc, dans ce langage, on utilise des règles logiques pour situer le problème et pour le résoudre. Alors, non seulement c'est un petit cocorico, mais c'est aussi une petite nécro, parce que Alain Kolmerauer est mort il y a moins de 15 jours. Et donc c'était vraiment quelqu'un qui a marqué tout le monde de l'informatique. Alors, évidemment en France, hein, j'ai commencé à faire de l'informatique dans les années 80. Tout le monde pensait que... à l'époque, on ne faisait pas d'économie quand on faisait de l'informatique, on faisait des maths, mais on pensait que, évidemment, le Prolog allait devenir le langage universel, tellement ça changeait de tous les autres langages standards. Et il se trouve que c'est encore quelque chose qui est très très partagé partout pour les systèmes experts, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui est assez rare, de séparer la moulinette de ce qui rentre et qui sort de la moulinette. Hein. Voilà, donc cette séparation, c'est ce qu'on va appeler les systèmes experts. Et les systèmes experts donc, vont être composés de 2 éléments, hein, en réalité 3, mais pour faire simple, 2 éléments. Alors, une base de faits qui va être l'ensemble des choses que je sais. Donc, si je vous dis, dans ma base de faits, il y a aujourd'hui il fait beau, nous sommes le 31 mai, une base de règles, qui sont des règles quasiment mathématiques, alors soit des règles mathématiques de logique formelle, soit des règles de logique floue, c'est toujours des règles. Donc on peut dire de mai à septembre, quand il fait beau un jour, il y a une grande probabilité qu'il fasse beau le lendemain. Et un moteur d'inférence, donc la machine qui tourne, et qui va se débrouiller toute seule avec
les bases de faits, les bases de règles, et qui va par exemple sortir, demain 1er juin, il va faire beau. D'accord ? Mais on n'a pas à programmer des choses, c'est directement le moteur qui travaille sur les données. Et donc ça c'est un des deux grandes choses qui va commencer dans les années 70 et qui continue aujourd'hui, hein, avec beaucoup de choses d'amélioration, etc. Mais c'est vraiment une chose importante parce que on voit bien que aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la base de faits, la base de règles va pas forcément beaucoup augmenter, mais la base de faits va se multiplier de façon exponentielle. Et donc, on va pouvoir avoir des machines de plus en plus à tourner pour travailler sur un nombre de faits tout à fait démentiel par rapport à l'ensemble des faits qu'il y avait à l'époque. À l'époque, en 1974, le plus célèbre c'était MySyn. MySyn, c'était donc un des premiers systèmes experts conçus aux États-Unis pour l'aide au diagnostic, le rapport avec le médical. Et il a été testé pendant 5 ans aux États-Unis. Il est même arrivé en France. Il était encore en France dans les années 80-90. L'efficacité, quand on comparait les résultats que donnait MySyn pour des entrées d'un patient par rapport à ce que faisait un médecin, eh bien, on avait des résultats qui étaient au moins aussi bons pour MySyn. C'est la première fois où on a une machine qui, par rapport à un expert, donc le truc s'appelle système expert, mais par rapport à un expert humain, va donner des résultats qui sont comparables. Je vais passer ça pour avancer un petit peu parce que je sais pas. Je sais que je parle beaucoup d'habitude. Donc, une des façons d'améliorer ces systèmes experts, ça va être de rajouter ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire d'avoir une pénalité, une récompense à chaque fois que on a quelque chose qui s'avère vrai ou qui s'avère faux. Donc j'ai mis comme référence la machine à apprendre dans les Sudway post le bac, mais l'idée est simple, mais c'est exactement ce qui se passe dans ces systèmes-là. Et ça change beaucoup la probabilité de donner une bonne réponse, comme quand on reçoit beaucoup de baffes. Donc là, j'étais dans les années 70, je passe en 97. En réalité, ça va évoluer doucement sur ces systèmes experts. Dans les années 80-90, encore une fois, il y a eu des développements de systèmes experts pour plein de maladies en France, je parle à Nantes, qui ont été développés pour voir comment on pouvait, alors non pas remplacer le spécialiste, mais l'aider, c'est-à-dire que il pouvait se faire son avis, il pouvait demander à la machine, il pouvait voir si les deux concordaient ou pas. Et puis donc les systèmes experts vont faire des progrès jusqu'à 97 où la machine d'IBM qui s'appelait Deep Blue va gagner contre Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. Et avec une dernière partie qui avait duré que 18 coups. Je l'ai refaite récemment pour voir à quoi ça ressemblait. Je l'ai refaite depuis que, justement, je parlerai du Go tout à l'heure. Et en fait, ça partage tout à fait les mêmes choses iconoclastes que fait la machine, même si on se dit que quand on joue aux échecs, les 10 premiers coups, c'est des ouvertures classiques. Et puis il y a après 20 ou 30 coups où on va commencer à avoir le milieu de partie. Puis après, il y a des fins de partie. Donc dans ces machines-là, il y a des choses qui vont être pour les 3 grandes parties. Mais sauf que ça va être dès le début qu'on va pouvoir faire des innovations. Et donc c'est ça...
ça a tellement choqué Kasparov qu'il pensait qu'il y avait un humain caché derrière la machine quand il a perdu. Tellement c'était pas pensable qu'il puisse perdre à l'époque. Et pourquoi? Parce que effectivement, ça c'est un petit exemple pour ceux qui jouent aux échecs, extrait d'un livre de Roger Penrose qui justement qui était le maître de thèse de Stephen Hawking qui pense il pense encore aujourd'hui d'ailleurs, que la machine ne peut pas, de façon, c'est un mathématicien, ne peut pas gagner le même niveau d'intelligence que l'homme. Et il donne cet exemple-là où on a quelque chose où à peu près n'importe quel programme qui avec les blancs va prendre la tour ici, et une fois qu'il y aura la tour de prise, il y aura un trou, et forcément que avec les pièces qui restent, les noirs vont gagner. Hein, et donc ça c'est un petit exemple où même si on regarde sur 10-20 coups, il n'y a rien qui se passe. Sauf que aujourd'hui, avec des machines modernes, on peut regarder à 50 coups. Et puis là, on va voir que c'est les noirs qui gagnent. Donc les blancs, il suffit qu'ils bougent le roi et ils ont une partie nulle, mais n'importe quel programme va faire que la fonction de coup va essayer de prendre la tour. Alors, en parallèle donc, de cette approche, il y a les réseaux de neurones donc, qui vont refaire surface dans les années 90 à peu près. Donc, on va revenir un petit peu sur cette approche-là avec la comparaison avec un cerveau humain, hein, donc 100 milliards de neurones, 10 000 connexions en moyenne par neurone. Hein, il y a 1 milliard de connexions dans 1 mm3 de cerveau. Bon, donc ça a l'air de faire beaucoup, ça fait beaucoup. Alors comment est-ce qu'on a vu tout à l'heure juste un neurone pour dire qu'il y avait une boucle de rétroaction? Comment ça va se passer au niveau informatique? Eh bien, on va ici avoir des données qu'on va donner à ces premières couches de neurones, hein, comme si c'était la couche externe, et puis ils vont discuter avec juste des neurones. Donc il y a un ensemble de couches comme ça, hein. Ici c'est juste des couches, et contrairement à des neurones où les flux vont aller dans tous les sens, ici on va simplement aller de la gauche vers la droite. Et donc on a les données en entrée, et puis on va avoir les décisions ou les résultats en sortie, hein, sur la couche de sortie. Cette mécanique-là, elle est donc imaginée dans les années 50 par des mathématiciens, mais par rapport à la taille des machines et par rapport à ce que ça va faire, en gros, jusqu'à dans ces années où ça redevient populaire, hein, on va avoir en gros 3 ou 4 couches. Au début, on n'avait que 2 couches. Mais même avec ça, on va avoir des résultats surprenants. Surprenants parce que quand on passe de ces 2 neurones-là qui envoient l'information qu'ils ont vue, eh bien, le résultat qu'on va avoir à la sortie, c'est un résultat qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si j'ai 2 fois plus que j'avais avant ici et 2 fois plus que j'avais avant, là, je n'aurai pas 2 fois plus ici. Hein. Et donc, pour la plupart des ingénieurs ou des chercheurs, dès qu'on commence à avoir des comportements non linéaires, et là, c'est à l'échelle la plus petite, hein, mais là, on va avoir des comportements non linéaires partout, dans chacune des flèches, là, et bien, donc, ça va faire qu'on ne va pas être capable de prédire ce qui va sortir par rapport à ce qui était rentré. Et ça va être une des choses les plus qui semblent les plus ennuyeuses par rapport à ces gens-là. Alors, pour donner juste une image ou deux qui viennent pas du tout de l'informatique, mais qui viennent du monde du médical, ou de l'intersection entre les deux en tout cas, ici vous avez quelques neurones
Donc ça, c'était une conférence en imagerie médicale, ça doit dater de 2010 à peu près, hein, avec un gars à Harvard dont l'idée c'est de pouvoir cartographier un cerveau humain avec toutes ses neurones et toutes les connexions neuronales qui puissent exister. Bon. Euh, donc on arrive comme ça à voir par des mécaniques de gènes et en changeant pour avoir des couleurs différentes sur chacun des neurones, c'est une souris, c'est pas un humain. Hein. Donc il faut plusieurs générations de souris pour arriver à avoir des photos, des images comme ça. Donc ça, c'est des neurones individuels, et ça, c'est des flux neuronaux. Hein. C'est sur une épaule de souris, et ce qu'on voit, ça c'est comme des images. Évidemment, dans les années 50, on n'était pas capable du tout même d'imaginer comment ça se passait. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est bien par rapport à l'épaule de la souris que, au total, donc tout ce qui est bleu, c'est les influx neuronaux. Et on voit qu'ils ne sont pas dans tous les sens, qu'ils sont bien dans des avenues et des grandes routes. Hein, donc il y a tout ce qui est intéressant pour savoir comment finalement ça va fonctionner. Par contre, hein, le calcul montre qu'une carte du cerveau demanderait un stockage de l'ordre de millions de pétaoctets. Donc un pétaoctet, hein, c'est quand même déjà une bonne machine, puisque c'est 1000 téraoctets. Hein, donc des millions de pétaoctets, c'est pas encore pour tout de suite. Hein, bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ces réseaux de neurones? On va faire notamment une des choses importantes qui est de l'apprentissage. Hein, et donc, si j'imagine avoir une voiture qui roule toute seule, c'est pas un exemple que je n'ai pas mis de photo, mais c'est un exemple qui est important aujourd'hui. Eh bien, je vais avoir plein de capteurs, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir déterminer si je peux continuer d'appuyer sur l'accélérateur ou s'il faut que je freine en urgence. Donc pour ça veut dire que si ici sur l'axe des X j'ai un premier capteur, sur l'axe des Y j'ai un second capteur, et puis que j'ai le résultat, et voilà, je vais avoir des choses comme ça, et il faut pour savoir prendre la décision, tracer une droite ici qui va me dire ici, d'un côté, je pars dans le décor, et de l'autre côté, je reste sur la route, quoi. Et donc, prendre une décision, c'est mathématiquement faire cette droite-là, hein, et c'est ça qui va faire très bien un réseau de neurones, et il va pouvoir le faire à une vitesse suffisante, c'est-à-dire à plusieurs centaines de fois par seconde. Bon, évidemment, dans la vie réelle, on a souvent des situations comme ça, et donc là, on n'est pas sûr de savoir prendre toujours la bonne décision. Bref, pour tout ça, maintenant je reviens un petit peu juste pour lier ce qu'on a vu, les deux approches avec la force brute. Hein, et donc la force brute, c'est pour montrer que quand on était ça c'est le nombre de transistors et donc la puissance d'une machine qu'on avait et qui double la loi de Moore. C'est pour dire que ça double, le nombre double dans une machine tous les 18 mois. Et ça, c'est une loi qui s'est vérifiée entre 1970 et 2000. On peut aller jusqu'à presque 2005, mais qui, en fait, maintenant, on s'en sert plus. Pourquoi? Parce que c'est plus une machine qui va être important, hein, ça va être plein de machines. Hein. Et donc, à partir du moment où on a ce qu'on appelle des multicœurs, c'est-à-dire plusieurs processeurs dans une seule machine, cette loi-là n'agit plus. Et donc, on pourrait dire que depuis 2000, on va remplacer cette loi de Moore par la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est d'avoir énormément de machines. Et quand je vais avoir énormément de machines, je vais pouvoir faire tourner en très peu de temps des algorithmes comme ceux qu'on a vus avant. Et pour vous donner un petit exemple, hein, donc
Google, par bâtiment de stockage, a à peu près 75 000 machines. Donc dans une machine, j'ai plusieurs cœurs, etc. Et donc ça fait un flot qui transite à l'intérieur du bâtiment qui est de 1 pétabit par seconde. Et le volume traité par Google par jour, c'est 24 pétaoctets. Hein, donc voilà. Donc au total, dans le monde, il y a 2500 pétaoctets de publiés, donc d'utilisés par jour. Pour vous donner des idées qui sont sans doute assez difficiles à s'imaginer comme ça, mais c'est pour dire que il va y avoir pour le futur une chose, il va y avoir des gens qui sont dans la catégorie des pros et puis des amateurs. Hein. Les pros, quand on a des machineries comme ça, on va pouvoir faire une intelligence artificielle qui va avoir des résultats totalement différents d'autres, des amateurs, on va dire, parce que l'ensemble des données sur lesquelles on va faire mouliner ces machines vont être multipliées non pas par 100, par 1000, mais par des facteurs bien plus importants. Or, le résultat de ce qui sort va dépendre du volume traité. Quelques applications, quelques petites... maintenant... ouais, parce que alors, IBM Watson, donc c'est un programme de chez IBM qui dure depuis une dizaine d'années. 2 ou 3 faits marquants. Donc ça, c'est un programme avec... C'est un super système expert, on va dire. Hein. C'est pas une approche réseau de neurones. Gagnant Jeopardy. Donc Jeopardy, c'est ce jeu américain où il faut savoir quelle était la question. Et ce qu'on donne, c'est la réponse. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en avant ici ? C'est un jeu, mais c'est surtout un jeu qui est basé sur le langage, avec toute la subtilité du langage. Et donc, il a 200 millions de pages de langage naturel dans sa mémoire, et c'est comme ça qu'il a gagné, hein, avec moins de 3 secondes pour aller chercher tout ça et à le mouliner avec son système expert. Donc, on voit bien que par rapport aux traducteurs américains, russes, que là, on travaille bien sûr du langage, même si c'est un jeu, et qu'on est capable de battre l'humain sur quelque chose comme ça. Ce même Watson travaille aussi beaucoup pour la santé, hein, et donc il est capable d'aller trouver dans des images, par exemple, des anomalies qui sont imperceptibles à l'œil humain, hein, depuis 10 ou 20 ans. Je disais tout à l'heure, je travaillais aux États-Unis en 90. À partir de 90, à partir du moment où on a commencé à avoir des images numériques, hein, on a commencé à avoir des algorithmes qui étaient meilleurs que l'homme, que le spécialiste, pour aller trouver dans une image du cancer du sein, par exemple, du carcinome, dans des images 6000, hein, d'aller trouver un problème qui représente 1 pixel. Bah, ça, même le spécialiste, il n'arrive pas à le faire, la machine y arrive. Et travaillant à la Food and Drug Administration, je me rappelle que le premier algorithme qui a été normalisé par le gouvernement américain, c'était dans ces années-là, vers 93. Et un autre exemple assez incroyable de Watson, déterminé chez une patiente de 60 ans une forme rare de leucémie, ça c'était l'été dernier, hein, que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. Et donc ils ont fait de l'analyse de données génétiques et comparé avec 20 millions de données issues d'oncologie clinique, ce qui a fait juste utiliser Watson pendant quelques minutes, hein, et ils ont effectivement trouvé un cancer rare, alors qu'il avait été absolument impossible à diagnostiquer par l'équipe médicale de Tokyo. Donc ça c'est juste pour dire que c'est de l'IA avec un système expert. C'est pas des règles de logique dure, hein, c'est de la logique floue, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bon, le Go, on en a déjà un tout petit peu parlé. Donc le Go par rapport aux échecs, hein, c'est quelque chose
bien plus compliqué en termes de nombre de situations. Hein, c'est-à-dire que le nombre de pièces au total, même si aux échecs les pièces ont des comportements différents, le nombre de situations qu'on va avoir au Go, c'est absolument incroyable. Et donc AlphaGo l'année dernière, donc en octobre, c'était révélé en janvier 2016, a gagné 5-0 contre Fanshui. Donc cette société-là donc, a été rachetée par Google en 2015. A gagné 4-1 contre Licedol, qui était ça en mars 2016, hein, qui s'était trouvé très félicité pour avoir gagné une partie contre cette machine-là. Et qui, donc, il y a une semaine, AlphaGo a gagné contre le meilleur joueur du monde 3-0, sachant que le meilleur joueur du monde a essayé de reproduire ce que faisait la machine pour essayer de gagner contre elle. Hein, ce qui peut être une théorie intéressante, mais qui n'a pas fonctionné. Et du coup, toute cette entreprise anglaise au départ, donc maintenant, a dit bon, on arrête le Go, bon, on a montré qu'on était meilleur que l'humain là-dessus, et on va faire autre chose, hein, notamment travail dans la santé. Sur les drones de l'armée américaine, juillet 2016 aussi, hein, une IA exactement du même acabit que Watson et que AlphaGo. Donc, alors, AlphaGo, il y a quand même c'est pas simplement un système expert. En plus, il y a quelque chose qui profite vraiment de la force brute, qui est ce qu'on appelle un algorithme de Monte-Carlo. Pour chaque situation, on va essayer 10 millions, 100 millions d'essais aléatoires, et on va voir lequel est le meilleur, à chaque fois. Bon. Juste de la force brute qui profite des machines d'aujourd'hui. Pour les drones de l'armée américaine, hein, le bilan donné par les gens qui ont testé ça contre les machines, hein, disent elles semblaient conscientes de mes intentions, réagir instantanément à mes changements de vol, mes déploiements de missiles. Bon. Et donc, encore là, il y a un comportement qui étonne les gens parce que c'est un comportement qui semble au moins qui semble humain comme eux, mais qui va plus vite. Voilà. Ça, je vais passer, c'est le fait que ce même type de machine de système puisse démontrer des théorèmes que les mathématiciens n'arrivent pas à montrer. Hein, donc ça, c'était la coloration des triplets pythagoriciens. C'est quelque chose qui est depuis un problème ouvert depuis plus de 35 ans. Et voilà, ils ont, par ordinateur, avec 200 téraoctets de données, ils ont réussi à montrer qu'il y avait un contre-exemple. Voilà. Ça, c'est le Google Planet, donc un algorithme où vous lui rentrez une photo et il vous dit où elle a été prise, hein, sans avoir rien d'autre que sa grosse base de données. Et voilà. Donc, quand on lui rentre la photo de la Tour Eiffel, il dit que c'est ici. Hein. Et donc, cet algorithme-là, il a été pareil challengé par des humains pour savoir est-ce que l'algorithme était meilleur avec donc des gens qui se battent partout sur la planète. Et donc, la comparaison avec 10 Globetrotters fait que c'est à peu près kiff-kiff. Hein. L'algorithme gagne, c'est pas 25 sur 50, c'est 28 sur 50. Bon, on peut dire que c'est du pareil. Alors, un autre chose, mais ça, mes diapos sont pas dans le bon ordre. Je vais revenir après. Bon, donc en résumé, hein, dans la plupart des secteurs d'activité où il faut de l'intelligence, on voit que quand même, mais sur un secteur donné, attention, la machine va être capable de surpasser l'homme. Alors, on arrive. Non, ça, ce sera. On arrive à cette version 3 qui est juste du réseau de neurones amélioré.
et qui s'appelle du deep learning. Alors c'est un mot qui devient à la mode. C'est un mot qui vient à la mode de façon très récente, hein, parce que c'est quelque chose qui a été porté par Yann Lequin, directeur de la partie recherche de Facebook, la partie intelligence artificielle. Et en fait, ce gars-là, il a un nom quand même assez breton, hein, et il est aux États-Unis, à New York, depuis 90. Il a passé sa thèse un petit peu avant. En fait, moi j'étais à Washington, il était à New York dans les mêmes années. Et il a travaillé comme il était enseignant au Courant Institute, hein, qui est quelque chose de très très chic à New York. Et puis il a finalement ce qu'il avait développé dans son doctorat d'informatique à Pierre et Marie Curie à Paris, hein, les modèles connexionnistes de l'apprentissage. Donc c'était ce qu'on appelle un algorithme de rétropropagation pour l'apprentissage. Et en fait, ça marchotait quand il a eu son doctorat, en 90. Pourquoi ça marchotait? Simplement parce que à l'époque, on avait des petites machines. Et là, depuis qu'il est directeur de l'intelligence artificielle à Facebook, où il y a non seulement des grosses machines, mais beaucoup, beaucoup de données, hein, et en réutilisant les résultats de sa thèse à une grosse échelle, toujours la force brute, hein, ça va donner des résultats incroyables qui vont surpasser tout ce qu'on vient de voir comme type de résultat avec Watson, avec l'autre approche. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle depuis 2-3 ans. C'est parce que c'est le deep learning, c'est cette approche qui, in fine, c'est juste des choses qu'on a au niveau technologique, ingénieur, étaient déjà quasiment présentes dans les années 90, sauf qu'on n'avait pas la force brute pour les utiliser. Et donc, je vais revenir juste ici pour dire qu'ils ont utilisé pour dire que les gens ont des machines à rien faire, hein, puisqu'ils ont utilisé ils ont fait une expérience pour reconnaître des photos de chats sur Internet avec un réseau d'1 milliard de connexions. Tout à l'heure, on parlait de quelques neurones, hein, avec quelques connexions. Aujourd'hui, on va utiliser des réseaux de neurones avec un nombre de connexions et de neurones qui sont vraiment incroyables. Et ça donne des résultats comme ça, comme ici. Donc, on lui donne des photos en noir et blanc et il vous ressort la photo en couleur. Hein, on peut aller sur à peu près n'importe laquelle, quel que soit le domaine, on voit que c'est quand même pas mal. Hein. Mais ça, c'est un petit résultat. Alors, quand même quelques ratés, parce qu'on a vu tout à l'heure un mauvais résultat avec la traduction automatique de l'anglais, de l'américain au russe, mais il y a eu un raté l'année dernière avec le bot de Microsoft. Donc Microsoft met un nouveau logiciel avec lequel on pouvait discuter et qui allait apprendre par rapport aux discussions qu'on avait à devenir de plus en plus humain. Hein. Sauf que comme il s'appelle Microsoft, il y a une population nombreuse d'informaticiens qui n'aiment pas Microsoft. Et donc toute la première journée où il était mis en fonction, au lieu d'avoir des discussions avec n'importe qui, il y a eu des discussions avec surtout des gens qui n'aimaient pas Microsoft et qui ont rendu la machine raciste et antiféministe en moins d'une journée. Hein. C'est comme un enfant, vous lui apprenez toute la journée que les nazis ont raison, à la fin de la journée, il va dire que les nazis ont raison. Voilà. Pour Google, c'était en mai 2015, mais à l'époque, effectivement, ils n'avaient pas encore mis suffisamment de force de frappe, et donc la reconnaissance de visage homme-singe a fait un gros procès. Bon, donc encore une fois, la machine n'est pas plus fiable que l'homme. Il faut bien se dire ça. Je vais passer là-dessus. Juste, ça c'était pour la partie qui m'intéresse plus précisément, qui est du traitement d'image pour savoir reconnaître des choses. En gros, quand on voit ce que fait Lequin chez Facebook,
pour reconnaître une image, hein, parce que quand vous mettez n'importe quelle image sur Facebook, ce qui se passe, donc il y en a 600 millions d'images chargées sur Facebook par jour, hein, et par jour, par image, en moins de 2 secondes, pour chacune de ces photos, on va utiliser du deep learning, et il y en a un réseau de deep learning qui va reconnaître ce qu'il y a dans l'image, et si on est hors Europe, il y a un autre réseau qui va dire qui est dans l'image. Hein, c'est simplement interdit à Facebook de savoir qui est, d'avoir cette information-là en Europe, mais sinon c'est fait aussi dans les 2 secondes. Et donc pour faire des choses comme ça à ce volume-là, en fait, il faut bien comprendre que plus j'ai d'images, donc en ayant 600 millions d'images nouvelles chaque jour, plus j'apprends. Et donc meilleur va être le résultat. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels et des amateurs au total. Et donc en traitement d'image, jusqu'à une époque récente, on avait besoin de gens comme moi qui étaient des spécialistes de traitement d'image, hein, pour aller savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les pixels, savoir reconnaître des formes, savoir reconnaître des couleurs, etc. Savoir mettre tout ça dans des grands algorithmes compliqués. Et avec les nouveaux algorithmes de Facebook, à tous les niveaux, on a juste du deep learning, des réseaux de neurones qui vont de ce qui se passe au niveau des pixels jusqu'à dire il y a Monsieur Audic qui est au milieu de la photo. En médecine, vous me dites si je suis trop long, je vais avancer. En médecine, la robotique avec du deep learning est en train d'arriver, hein. Donc Google a fait affaire avec Johnson & Johnson qui ont développé le robot Da Vinci qui est déjà vendu à je ne sais combien de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Et donc ce robot pour l'instant, hein, il est ça se passe comme ça avec un chirurgien qui en gros va surveiller ce qui se passe et puis le robot qui va faire la pratique. Donc il y a quand même la main de l'homme qui supervise ce que fait le robot, mais en rajoutant le deep learning dedans, et évidemment dans très peu de temps il n'y aura plus le chirurgien, et donc on aura un robot chirurgien, et contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce qu'on pensait il y a 30 ans, finalement, aujourd'hui, on est dans une société où si on vous dit que le robot, il fait jamais aucune erreur et qu'il est beaucoup plus précis qu'un chirurgien qui est plutôt en fin de carrière par rapport à, il faut 15 ans à un chirurgien pour acquérir un geste, quand il l'a fait depuis 15 ans, on sait qu'il faut qu'il s'arrête. Voilà, un robot, ça peut fonctionner pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc soigner beaucoup plus de gens avec une fiabilité qui va être a priori bien plus importante. C'est ce que disent un ensemble de chirurgiens, et c'est pas des informaticiens qui le disent. Bon, il y a des robots aussi, hein, dans le domaine des médias. Julien m'excusera, mais je passerai là-dessus. Et je vais juste arriver sur une étude pour savoir quelle va être qu'est-ce qui va se passer pour l'emploi si on commence à avoir des machines qui, dans des domaines aussi différents que la médecine ou que l'enseignement, ou que arrivent à surpasser et donc peuvent remplacer. Donc une étude qui a été faite par McKinsey l'année dernière, avec des résultats qui sont un peu étranges. Donc ici vous avez en gros, plus vous allez vers la droite, plus vous avez des gens bien payés, hein, et ici plus vous allez vers le haut et plus on calcule le pourcentage de votre temps qui peut être remplacé par une machine. Alors, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, parce que justement, le monde de la santé, ils sont aux États-Unis, c'est eux qui sont les mieux payés, hein, c'est eux qui sont ici, mais ils ont un pourcentage
d'automatisation qui semble faible ici. Bon, donc c'est quelque chose qui est sans doute à revoir. Mais évidemment, ce qu'on voit là, et que j'ai grossi ici, c'est là où on va avoir des gens qui sont à 75% ou 100% de leur temps remplaçable par une machine. C'est généralement ici ceux qui sont ceux qui gagnent le moins d'argent. Hein. Et c'est pour ça que cette enquête, c'est 2014, et je ne suis pas forcément du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une partie de ces gens-là, mais pour moi, il va y avoir aussi une partie de ces gens-là. Et la question qui se pose, qui est presque une conclusion, c'est que si la machine est capable de battre le spécialiste, donc le spécialiste c'est celui qui est dans les hauts revenus, là, pour moi qui suis universitaire, ça pose la question de qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos élèves ingénieurs pour que dans leur vie, ils puissent avoir une vie qui pas forcément résister ou s'acclimater, mais est-ce qu'on a besoin de leur apprendre des choses pour qu'ils deviennent experts, alors que en face, sur ces choses-là, on va avoir un expert machine qui va être meilleur. Bon. Et donc c'est ça qui a poussé le cri d'inquiétude en 2015 par Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, en disant que les machines allaient prendre le dessus sur l'homme. Sachant que on est quand même de plus en plus nombreux, donc étant de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins besoin de nous, ça pose quand même des questions importantes. Alors, pour pas voir tout en noir quand même, hein, au total, il y a des espèces de nouvelles définitions de l'intelligence artificielle qui arrivent. Donc la première, c'est l'IA faible, et c'est celle-là qui va correspondre finalement à tout ce que j'ai raconté pour l'instant. Hein. Donc possibilité pour une machine de reproduire un comportement humain sans conscience, et de plus, généralement un comportement humain sur un secteur d'activité qui va être très limité. D'accord ? Et puis après, il y a l'IA forte, hein, la possibilité pour une machine de reproduire un comportement humain, incluant l'abstraction, l'adaptation au contexte. Donc là, on a une machine qui est au moins l'équivalent d'un humain. Et puis la super intelligence, ça c'est non seulement c'est de l'IA forte, mais pour la combinaison de tous les humains, pas pour un seul humain. Bon. Donc on est dans l'IA faible aujourd'hui, mais on est vraiment rentré dans l'IA faible, et effectivement il y a pas mal de gens qui s'inquiètent. Hein, des gens du côté des scientifiques qui s'inquiètent en se disant que on est très proche d'une IA forte, au moins pour ceux qui vont avoir les gros stocks de données. Hein. Donc ça c'est un problème, et c'est un problème qui arrive aujourd'hui pour nous pour le domaine de l'apprentissage, c'est-à-dire que en termes de chercheurs, on avance dans les algorithmes, sauf que ces algorithmes-là, vous ne pouvez pas les vérifier, vous ne pouvez pas les améliorer, puisque vous n'avez pas les données de Google ou de Facebook. Donc et qui ne les partagent pas. Et donc on arrive à un endroit où nos étudiants en doctorat, ils sont obligés d'aller faire des collectes en inventant une centaine de noms pour avoir, en allant sur Google et Facebook, en avoir suffisamment de data de base, de sorte à pouvoir derrière vérifier le comportement de leur algorithme. Bon, donc en conclusion, la critique la plus souvent entendue sur l'IA, c'était on ne sait pas ce que fait le programme. Hein, et donc c'est pour ça que je vous ai remis la phrase de Kant du début. On mesurait l'intelligence d'un individu, la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Hein. Et puis, une de mes phrases préférées il y a quelques années, c'était celle-ci: Furious activity is no substitute for understanding. On pensait pendant très très longtemps que la compréhension et le pouvoir du cerveau était la chose la meilleure, et c'est quelque chose qui devient questionnable. Voilà, et donc ma prochaine présentation sera faite par un robot. Merci.
Tu nous avais promis de revenir sur une diapo que tu as présentée au début, sur ce qui fait l'intelligence humaine, en disant, voilà ce qui s'allume aujourd'hui. Tu l'as cette diapo ou tu la montreras plus tard peut-être, Non, non? non. On va retourner. En gros, tout ce qui est ici, dans le haut, là, ça c'est l'intelligence artificielle faible. Hein. Et la partie inventée de l'abstrait, c'est la limite entre l'intelligence artificielle faible et forte. Hein. Euh, avec aussi avoir des idées. Hein. Il y a des, euh, des moteurs, des systèmes qui essaient par exemple d'écrire de nouveaux théorèmes. On invente des nouveaux théorèmes, puis après on va vérifier s'ils sont bons ou pas. Donc ça existe aussi. Encore une fois, pour les théorèmes, pour les mathématiciens, c'est plus facile que dans du langage ou des choses comme ça. Mais voilà. Pour la partie qui est en bas, c'est l'intelligence artificielle forte. Donc voilà. Mais ressentir des émotions, donc il n'y a aucune machine qui sait ressentir des émotions, mais il y a depuis 5 ans un nouveau secteur d'informatique qui s'appelle Computational Emotional Computing, qui fait d'essaie de trouver dans des images, dans des photos, dans des vidéos, dans des interviews de la voix, d'aller retrouver les émotions qui sont liées à l'humain qui est en face. Et donc ça, c'est quelque chose qui progresse. Et donc, si on est capable de le faire sous forme d'algorithme, d'aller trouver que je suis fatigué, stressé ou triste, hein, c'est ce qu'on arrive à faire, évidemment qu'on va le remettre de l'autre côté dans la machine. Bien, alors qui veut se lancer pour poser? Alors, voilà. On a quelques universitaires dans la salle, donc... Ce ne sera pas une question très universitaire. Dans les noms de personnes et d'entreprises que vous avez cités, il y a très majoritairement donc des Américains. Est-ce que ça vient des liens que vous avez eus avec ce pays, ou est-ce que ça veut dire que l'essentiel de l'intelligence artificielle se trouve aux États-Unis? Alors pour ceux qui me connaissent, il y en a dans le fond de la salle, ils savent que je suis plutôt un anti-Google primaire. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer à pas mal de monde, non pas les bienfaits de Google, parce que ça on les voit tous les jours, mais d'expliquer les travers et le fait que ce soit juste une entreprise qui ne veut pas votre bien, qui veut juste gagner des sous. Et comment est-ce qu'ils gagnent des sous? C'est en ayant des datas. Encore une fois, ce business du siècle, ça va être d'avoir les données et de pouvoir les stocker et de pouvoir les traiter. Donc voilà. Donc après, pourquoi est-ce que c'est des sociétés américaines? C'est toutes les sociétés françaises qui marchent bien ou qui vont bien marcher, qui sont de l'ordre de la start-up, comment est-ce qu'elles se développent aujourd'hui? Je sais bien, parce qu'on a chez nous à Polytech, on parlait de Mojette, il y a une société Mojette qui est aux États-Unis depuis 2 ans. Forcément qu'on est obligé de partir aux États-Unis, et c'est là où on va avoir des levées de fonds de dizaines ou de centaines de millions de dollars pour pouvoir devenir une boîte suffisamment importante pour simplement montrer que notre produit est meilleur que les autres. Bon, et donc il y a des travers comme ça qui sont pour moi insupportables, mais pour l'instant on n'est pas capable de faire autrement. Bonsoir, je voulais savoir si on a essayé aussi de modéliser des systèmes experts de d'autres espèces que nous, en sachant que c'est vrai que le langage, nous avons un langage beaucoup plus élaboré même. Bon. Mais il y a d'autres espèces qui ont des performances qui excèdent les nôtres. Est-ce que c'est une problématique qui est abordée dans l'intelligence artificielle? Pas à ma connaissance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une partie de l'informatique qu'on appelle le traitement automatique des langues naturelles, qui a beaucoup progressé depuis 10 ou 20 ans, et qui a beaucoup progressé uniquement par des systèmes experts. Mais ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils essaient plutôt
de mieux comprendre ces langues-là et non pas de les prendre comme modèle pour en faire des choses en termes de système expert ou de choses comme ça. Mais c'est Ce que je voulais une bonne savoir, question. c'est par exemple, bon, les chauves-souris, il y a plein d'espèces qui ont des... récemment, j'ai lu un livre de Franz de Waal, l'éthologue, où il parle de certains oiseaux qui peuvent cacher des cachettes pour la nourriture dans des milliers d'endroits différents. Et nous, notre mémoire, ça paraît extraordinaire pour notre mémoire humaine. Donc, je me demandais si c'était aussi un domaine Tout ce qui est les domaines des biomimétismes pour les ingénieries partout, c'est effectivement quelque chose qui était pas mal à la mode ces 10 ou 15 dernières années, là, mais en l'occurrence, spécifiquement pour les langues naturelles autres que l'humain, j'ai pas d'idée. Mais, Pour prolonger la question de Manuel, la première question sur États-Unis, qu'est-ce que vous pensez de l'émergence des grands chinois? On était hier dans une conférence qui disait il y a les GAFA, voilà, mais il y a aussi les BATX maintenant avec Baidu, Alibaba, Xiaomi, enfin, etc. Donc qui sont en train progressivement d'arriver, peut-être pas encore au niveau des Américains, mais qui vont vite. qui vont très vite. On voit bien que il suffit de regarder des courbes du pourcentage du PIB donné à la recherche dans les pays. En Chine, par exemple, jusqu'à il y a 10 ans, c'était zéro, le cameux plat. En 10 ans, ils nous ont pas encore rattrapés, mais avec nos pauvres 2% qui n'ont pas changé depuis 1970. Mais on voit que la courbe fait que si ça ne bouge pas, d'ici 5 ans, ils nous auront rattrapés, et d'ici 10, ils nous auront dépassés. Donc, ils auront dépassé les États-Unis en pourcentage d'investissement du PIB dans la recherche. Donc, évidemment que une fois qu'on a de l'argent pour faire ces super endroits pour mettre des données, c'est pas intelligent, c'est vraiment juste de l'argent et puis de l'investissement, quoi. Donc, forcément qu'ils vont faire des nouveaux acteurs. Voilà. Vous nous dites qui vous êtes, parce qu'on ne se connaît pas tous dans la salle. Donc, Bonsoir, je me prénomme Amir Khan, je suis un particulier à Lambda. J'aurais voulu savoir comment se situe et comment les entreprises des télécoms peuvent tirer parti de tout cela, sachant qu'inévitablement tout passe par leur réseau. Vous voulez dire au niveau économique par rapport à la transmission de l'information ? C'est une question que tous les opérateurs télécoms se sont posés depuis 20 ans. Quand on a commencé à avoir vraiment au début d'Internet, depuis 1995, je me rappelle qu'à l'époque, justement, je faisais plutôt des télécoms. Et ils se sont posés la question de ce business model, comment est-ce qu'on va faire pour gagner des sous sur ce transport d'informations et non plus simplement la voie comme il y avait avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Parce qu'inévitablement, pour eux, ça a un coût, puisqu'il y a énormément de data à véhiculer, il y a des investissements, oui. Et il n'y a pas de retour sur investissement. Mais en même temps, pour les opérateurs télécoms, les amortissements de coûts se font avec le nombre d'abonnés et ce qu'on a vu, ce qu'on voit aussi toujours, je vois ça depuis 95, c'est que la largeur du tuyau a été multipliée exactement à chaque fois par rapport à la largeur de ce qui était donné. Quand on voit ce qu'on peut... en 95, sur une fibre optique, on mettait 500 mégabits seconde. Aujourd'hui, sur une fibre optique, vous mettez des terabits. Donc, voilà. En fait, pour eux, le problème reste stationnaire par rapport à l'évolution des techniques qui touchent aussi les télécoms, quoi. D'accord. Merci. Oui, bonsoir, Pascal Rollo. Une petite question. Est-ce qu'on a fait un comparatif entre la consommation énergétique entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine à capacité similaire ? Non,
non, enfin, je pense pas. De toute façon, ce qui s'est fait sur ces. Là, depuis, on va dire, 3-5 ans, on commence vraiment à essayer de. Parce qu'on sait que ces gros data centers, c'est un truc épouvantable au niveau de pour bouffer l'énergie de la planète, mais en même temps, on ne sait pas forcément précisément sur des calculs comme ça. Qu'est-ce que ça va coûter en énergie? C'est-à-dire que, encore une fois, le problème de ces gros réseaux de neurones, c'est que, évidemment, je vais devoir traiter des pétaoctets d'informations. Bon, donc il va falloir aller les voir et les prendre. Bon. Mais au total, pour ça, je ne vais pas aller chercher à l'extérieur. Hein, donc j'ai pas le truc extérieur. Et puis, je ne sais pas au total combien je vais en avoir pour une interrogation, combien je vais en avoir besoin. Parce qu'une fois que j'ai fait apprendre à mon réseau de neurones sur un péta de données, combien il va être rentabilisé de fois par des questionnements après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est très compliqué, et même tout ce que j'ai vu sur les évaluations énergétiques, combien ça me coûte en termes énergétiques pour envoyer un mail, etc. Je trouve toujours, parce que c'est difficile d'aller prendre des mesures sur tous les maillons de la chaîne, et notamment sur les extrémités. Je reste encore un peu sur ma faim, et d'ailleurs, heureusement, il y a des entreprises, même à Nantes, des startups qui travaillent là-dessus, et c'est vraiment bien de pousser plus loin pour savoir, déjà sur des choses simples, d'être capable d'avoir une fiabilité du résultat, quoi. Parce que pour l'instant, c'est un truc qui démarre, et donc sur un truc où on ne sait même pas combien de fois, quel va être toujours par ce côté non-déterminisme des réseaux de neurones, savoir l'énergie qu'on a pris au total, pour moi, on pourrait avoir un truc en moyenne sur 1000 demandes, peut-être, mais... Bonjour, Aurélien Jolivard, je suis ingénieur d'affaires chez Alt56. Vous avez eu une remarque sur une intelligence artificielle. Collez bien le micro. Hein, pour oui, pardon. Qui date à peu près de 1973, qui était au niveau médical capable d'avoir un niveau expert par rapport à quelque chose d'humain. Oui, exactement. Comment ça se fait que ça n'ait pas pris au niveau médical, qu'on n'ait pas eu, puisque ça date quand même d'un certain nombre d'années, qu'on n'ait pas eu un remplacement de certains experts au niveau médical par ce type d'intelligence artificielle, comme on pourrait le prévoir dans les prochaines années? Ouais. C'est pas le programme qui a changé, c'est les gens. C'est-à-dire que moi, MySyn, je l'ai vu tourner à l'hôpital Nord, ici à Nantes, entre 85 et 90. Il n'était pas question, avec mon maître Jedi qui était à la fois médecin et scientifique et informaticien, et il n'était pas question à l'époque que cet outil soit considéré comme autre chose qu'un outil, je vais dire des choses méchantes, mais à l'époque, le nombre de médecins qui savaient taper sur un ordinateur entre 85 et 90 était très faible. Hein, il y avait des secrétaires qui étaient faites pour ça, pour taper sur les machines. Donc, et donc, il y avait d'abord et avant tout cette méfiance par rapport à l'expert qui était le médecin. Voilà. Donc ça a changé. Hein. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis le reste de la population, encore une fois, a beaucoup changé. À l'époque, nous, en tant que patients, en 1980-90, dire que c'était une machine qui allait nous traiter plutôt que le professeur, ça semblait aussi quelque chose de pas acceptable. Donc, aujourd'hui, encore une fois, ça devient acceptable, hein, quand on voit toute l'émergence à la télé
des docteurs qui viennent causer de voilà. On voit bien que et puis aussi en même temps de tous les trucs qu'on a sur un téléphone pour compter le nombre de pas pour voilà on a maintenant et on va avoir de plus en plus hein, d'ici 5 ans on va avoir un nombre d'applications pour contrôler sa santé en temps réel par des algorithmes qui fait que on devient habitué à ça et donc on va se projeter en se disant entre un data center qui a déjà traité ou un robot qui a déjà traité des millions de patients dans le monde et il n'y a pas un qui a râlé et puis un professeur ou quelqu'un qui est à l'hôpital qui est peut-être là depuis 2 jours qui est en garde et puis qui est peut-être un peu fatigué voilà on commence à se dire à qui je vais prêter mon corps pour que ce soit qu'il me le rende dans le meilleur état voilà. Donc les mentalités changent. Aujourd'hui, des opérations, peut-être plus aux États-Unis que chez nous, mais les corrections de myopie, les corrections de courbure de l'œil se sont faites quasiment systématiquement maintenant par des robots. Bon, c'est... Qui encore des questions? Il n'y en a plus. Ah, un journaliste qui a posé une question. Julien Kostrech de West Media Lab. Je ne résiste pas, Jean-Pierre, à l'envie de te poser une question un peu philosophique que pourrait peut-être poser Nicolas Hulot s'il était avec nous. On parlait tout à l'heure des dépenses d'énergie, mais dans ce que tu as présenté, là, notamment avec la loi de Moore, et on voit bien qu'on est sur un modèle croissantiste, quoi. Enfin, toujours plus de capacité à traiter, de capacité de stockage, toujours plus de données. Est-ce que la limite de ça, c'est pas justement à un moment le problème de la ressource et de la ressource en termes de matières premières? Je me rappelle très bien d'un de tes articles sur Terra Eco sur les matières premières. Pour faire tourner toute cette machinerie, toute cette intelligence artificielle. Donc alors, cet article qui date de 5 ans disait que d'ici 10-15 ans, effectivement, la plupart des matériaux, des terres rares, etc., n'allaient plus être disponibles. Donc voilà. Donc ça veut dire que effectivement ça pose un problème, alors, qui est pas, à mon avis, qui n'est pas philosophique parce qu'il est beaucoup trop économique pour rester au niveau philosophique. Et donc la réponse ingénieur, c'est de se dire si avec ça, on n'a plus de ça, on va prendre d'autres choses. Hein, et il y a quand même depuis évidemment qu'on ne sait pas faire les choses avec le même degré de miniaturisation, etc. Mais tout ce qu'on essaie de faire avec des processeurs biologiques, par exemple, l'équivalent des neurones avec au niveau biologique et non plus électronique, une fois qu'on sera vraiment devant le mur, il y aura plus d'argent qui va être mis dans ces développements-là. Et puis voilà, je pense qu'il y a d'autres solutions. Après, au niveau énergétique, est-ce que ça sera mieux ou plus mal? Je ne sais pas. Mais... Oui. Julien Kostrech a parlé d'économie ou d'environnement. Je vais parler de science-fiction. Parce que là, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle du dialogue entre l'homme et la machine. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où la machine elle-même est dans l'homme? C'est-à-dire que la machine rentre dans l'homme avec les prothèses, avec les remplacements des organes. Et à un moment, on ne fait plus très bien la différence, peut-être dans ce que sera un monde où des machines sont... c'est la question de l'homme augmenté, du post-humanisme, etc. Est-ce que le monde futur, c'est Terminator, ou on réinvente la lutte des classes, mais avec des machines ou avec des hommes augmentés ou plus ou moins augmentés? Donc effectivement, la problématique de l'homme augmenté versus l'homme réparé, c'est un vrai problème philosophique du coup. On voit bien que, en faisant de l'imagerie médicale et puis de l'informatique, on voit les progrès incroyables qu'on peut avoir justement avec des implants de tout type. Le fait de se dire que d'ici une dizaine d'années, on pourra avoir des implants de mémoire dans la mémoire et qui vont interagir avec notre mémoire de neurones et que ces implants vont pouvoir aussi interagir
par communication avec votre téléphone portable. Ça me paraît assez évident. Donc, mais après, il y a sans doute des limites aussi à ces échanges comme ça. Moi, j'ai pas de... J'essaie de rester assez science et sans aller trop vers la fiction, parce que déjà quand j'expliquais de la science depuis 15 ans, quand j'explique de la science aux politiques, ils ont tendance à aller vers la fiction, mais à pas sortir le porte-monnaie. Donc finalement, je reste sur des choses de plus en plus terre à terre. J'ai pas de boule de cristal pour dire à quoi ça va ressembler de ce côté-là. C'est vrai que à chaque fois que je vais dans des conférences comme ça qui mélangent le monde médical et l'informatique, on voit quand même des choses tout à fait incroyables chaque année, quoi. Donc le fait de vouloir cartographier du cerveau, avoir l'équivalent d'un cerveau humain qui soit mis dans l'équivalent d'une machine, bon, c'est des choses où effectivement le gars de Harvard, il a des millions de dollars pour le faire depuis déjà 5 ans, et pour les 10 ans qui viennent aussi. Bon. Oui, question suivante, c'est Alain. Oui, Alain Lehenaf, Conseil de développement. Moi, je voudrais aborder la question du véhicule autonome. Est-ce que c'est un exemple typique d'intelligence artificielle? Et est-ce que ça va pas être un bras de fer énorme? D'un côté les GAFA et de l'autre côté les constructeurs automobiles? Il faudra bien qu'un gagne entre les deux, à terme. Oui, c'est effectivement... Alors, c'est effectivement un exemple typique de l'intelligence artificielle. Toutes celles les voitures Google qui ont déjà fait des millions de kilomètres en Californie, là, on se dit forcément que, pareil, sur 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus besoin de passer son permis parce qu'on aura résolu le problème le plus difficile dans cette histoire. Et le problème le plus difficile dans cette histoire, c'est comment faire pour payer mon assurance. C'est plus du tout un problème d'ingénierie, c'est plus un problème d'intelligence artificielle, tout ça, ça marche. Donc, pour les plus petits constructeurs qui n'ont pas les moyens, ils achèteront, comme ils achètent déjà des pièces, soit en Chine, soit ici, soit là, ils achèteront une pièce qui sera le système expert, le moteur de neurones. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait quand une de ces machines tape contre une autre machine ou tue quelqu'un, qui est responsable, et voilà, c'est ça le problème qui, depuis 10 ans, est posé sur la table et que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Oui, d'autres... Oui. Je vais rebondir, Pauline Ardois, je suis étudiante. Je vais rebondir sur la question de la voiture, la voiture conduite automatiquement. J'ai lu récemment un article qui parlait du fait qu'ils avaient réussi à corriger le comportement de robots en mettant des électrodes sur des gens. Et quand les gens se rendaient compte qu'il allait y avoir une erreur, le robot corrigeait son comportement. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être applicable justement à la voiture automatique? Est-ce que vous pensez que ça pourrait accélérer l'apprentissage des machines et du coup de l'évolution de l'intelligence artificielle ou pas? Sans doute si on est capable, parce que là je pense que c'est un fonctionnement, c'est du one shot, c'est-à-dire que on a la réaction et puis on n'enregistre pas tout, c'est-à-dire tout le contexte, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe, etc. Si on enregistrait tous les contextes et que on stockait ça dans un data center, là du coup effectivement ça pourrait aider, quoi. D'autres questions? Oui, donc Andy Arleo. Je reviens sur la question des sous, financement de la recherche. Est-ce qu'on peut imaginer en Europe qu'il y a une recherche publique qui pourrait égaler Google, par exemple, ou est-ce que c'est pas seulement une histoire d'investissement d'argent, mais c'est aussi le fait qu'ils ont beaucoup de données, ou voilà, ou est-ce que le combat est déjà perdu d'avance?
Je pense que c'est un combat perdu d'avance. Là, sur l'intelligence artificielle, je sais pas, dans les informations du mois, là, il y a un truc qui s'appelle France Intelligence Artificielle, qui est un organisme qui est sorti, qui va sans doute, qui doit avoir créé un espèce de laboratoire pour plein de pluridisciplinaires comme ça, pour pouvoir avancer dans cette recherche-là. Mais ça va être une petite goutte d'eau, voilà. Au niveau. Oui, oui. Mais sur le cerveau, Google a aussi des. Et sur votre vie future immortelle, ils ont aussi des visées. Donc, honnêtement, en termes d'investissement du PIB, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le problème il se situe à un niveau beaucoup plus politique, c'est-à-dire que quel gouvernement européen aujourd'hui va se dire on va doubler l'argent pour la recherche? Aucun. Il n'y a plus de gouvernement. C'est pareil pour les États-Unis. C'est le cas pour la Chine parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont avoir des GAFA, comme tu le disais, dans 5 ou 10 ans, et qu'ils ont les moyens. Il n'y a pas un gouvernement européen qui a les moyens. Et même le gouvernement américain a... Mais l'Union européenne, justement, c'est pas à ce niveau-là qu'effectivement, un pays européen... Si vous avez l'Union européenne qui est constituée de pays qui disent tous qu'ils n'ont pas les moyens individuellement, ils ne vont pas avoir le moyen au niveau global. Ce qu'on a vu depuis 5 ans au niveau de la recherche européenne, c'est le plan H2020. C'est un plan où il y a effectivement bien des centaines de millions, mais je pense que si on voit ce plan, qui est un gros plan européen, et il faudrait comparer avec l'investissement de Google, effectivement, bon, pour voir si l'Europe égale Google. Sous le contrôle de Louis, hier, le conférencier qu'on a eu nous a expliqué qu'effectivement, quand on prend les 4 GAFA, là, c'est en dizaines de milliards d'euros qu'ils investissent dans la recherche et le développement. Et Apple c'est l'exemple qu'il donnait, Apple, je crois que c'est une capitalisation de 714 milliards ou 724. Et en gros, uniquement sur les revenus générés par Apple, ils pouvaient racheter EDF et Gaz de France. C'était une conférence dans le cadre de l'énergie. Ils pouvaient racheter Engie et EDF 4 fois dans l'année. C'est-à-dire tous les trimestres, ils peuvent racheter... Donc on arrive sur une puissance qui est assez impressionnante, quoi. Donc, la conclusion, c'est que c'est normal que ce soit à eux d'investir dans la recherche future parce que les États n'ont plus les moyens. Bon, faut pas être défaitiste quand même, non? Est-ce qu'il y a encore... Oui, Bruno. Oui, Bruno D, Conseil de développement. Je viens sur une question industrielle, plutôt, pour changer un peu de la médecine. Aujourd'hui, on pourrait automatiser à peu près 100% de la construction d'une voiture, d'un appareil électroménager, de beaucoup d'ustensiles. À l'heure où on parle de contrat de travail, de coût de la main-d'œuvre, pourquoi est-ce qu'on n'accélère pas la robotisation des usines pour fabriquer de façon complètement automatique plutôt que d'employer des gens? Est-ce que c'est une volonté? C'est un peu comme les assurances pour les voitures ou... Ouais, mais si les gens n'ont plus de salaire pour acheter les machines qui sont fabriquées par les robots... Voilà, c'est tout. Pour moi, donc il faut taxer les robots. La taxation des robots, hein, c'est une histoire qui est partie des États-Unis parce que effectivement, c'était la taxation des robots et le fait d'avoir un salaire pour tout le monde, c'est des idées qui viennent de ça, hein, de ce problème-là. C'est-à-dire que effectivement, on sait qu'on peut le faire et on peut calculer le nombre d'emplois qui disparaît et après il faut faire la compensation. Donc, supposons qu'on se projette dans 10 ans, par exemple, on est dans un monde où il y a
l'intelligence artificielle est beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui, avec des gros centres de calcul qui sont associés, tout ça. Qu'est-ce qui se passe en cas de perte d'électricité? Coupure de 2 heures, coupure de 24 heures, coupure d'une semaine. Eh ben, on ressortira son couteau de sa poche. Ouais, effectivement, c'est quand on voit pour les data centers de Facebook, d'Amazon, de Google, la sécurité qui est apportée pour éviter ces coupures-là, ça leur coûte la moitié du prix du data center, quoi. Donc ça n'empêche pas que ça coupe un petit peu de temps en temps, mais voilà. Et alors ça coupe, c'est bête, hein, ça coupe et ça supprime des comptes de gens qui payent pas la plupart du temps. Et ceux qui payent, ben, ils ont encore tout. Vous avez parlé d'intelligence artificielle faible et forte. C'est vrai qu'on a en tête, quand on parle d'intelligence artificielle, comme on en parle là, avec ce qui est déjà fait et ce qu'on peut avoir en tête par rapport à des films ou des choses comme ça, on est sur un autre domaine avec un domaine de conscience qui est beaucoup plus fort. Est-ce que pour vous, il y a un moment où il y a une barrière qui est franchie, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'échelonne beaucoup plus graduellement et qui est beaucoup plus flou au niveau de la frontière entre les deux? Ça, c'est une question difficile à répondre. Parce que on voit bien qu'il y a, c'est très graduel la façon, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, le fait de dire inventer de l'abstrait, avoir des idées, ressentir des émotions. On voit bien que dès aujourd'hui, il y a un petit peu d'informatique, d'IA faible, qui est déjà capable de commencer à travailler dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça que c'est graduel. Et puis après, il y a quand même, on revient à la machine de Turing, hein, le fait de dire à partir de quel moment un humain ne saura pas qui est derrière le rideau. Est-ce que c'est un humain ou une machine? Et à partir de ce moment-là, parce que ça aura gagné un petit peu sur tous les fronts, eh ben là, la barrière elle sera là. Mais je pense qu'effectivement, ça va être graduel sur des différents... Oui. Oui, bonsoir. Thierry Roger, société Cercel. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait casser les codes de sécurité bancaire et vider nos comptes? Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a juste besoin de force brute. Hein, toute la sécurité qui est là-dessus, c'est basé sur de l'arithmétique. Et en réalité, avec de la force brute, il y a une petite histoire comme ça. Amazon, donc, qui fournit des serveurs et des calculateurs à la demande. Il y a 5 ou 6 ans, il y a eu le congrès des gens qui font de la crypto, congrès mondial qui s'est déroulé. Et à chaque fois, c'est un peu pareil pour la traduction des langues, la reconnaissance d'écriture. Ils font des contests, c'est-à-dire que on se dit, bah tiens, est-ce qu'on peut casser ça? Et il y a un gars qui a loué des machines sur Amazon et qui a réussi à casser le plus gros code qui avait jamais été cassé en moins de 15 minutes. Voilà. Donc, mais par force brute, encore une fois. Hein. Et donc, si vous disposez de suffisamment de machines et d'électricité, eh bien, c'est faisable. C'est forcément faisable. C'est-à-dire que c'est juste une histoire de... Alors après, si je rajoute de l'intelligence artificielle par rapport à ça, honnêtement, je vois pas le plus. Mais encore une fois, par force brute, c'est forcément faisable, quoi. Bon, faut remettre les billets dans les piles de draps, là, non? Est-ce qu'il y a encore des... Oui.
Alors c'est plus sous forme d'humour, hein, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et donc par exemple le développement des voitures automatiques. Est-ce que d'ici 10, 15, 20 ans, on peut espérer la disparition des incivilités aussi bien des adultes que des enfants? Et je fais aussi référence aux surdoués qui passent le bac. À force de taper, on va peut-être faire rentrer des bonnes choses, des bonnes manières. Ça dépendra qu'est-ce qu'on leur a appris d'ici là. Mais encore une fois, l'apprentissage, la question de l'apprentissage de l'humain pour savoir qu'est-ce qu'on doit savoir, ça devient compliqué. Hein, donc, moi, travaillant dans une école d'ingénieurs, là depuis 10 ans, la première chose que je dis aux élèves ingénieurs, c'est que la première compétence de l'ingénieur, c'est de savoir dire bonjour. C'est la politesse. Bon. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de savoir calculer. La machine, c'est beaucoup mieux calculer que n'importe qui. Même si je leur fais des cours avec un peu trop d'équations à leur goût. Mais... Moi, j'en ai peut-être une dernière pour parler. Est-ce que les gens qui tournent autour du logiciel libre, des choses comme ça, qui eux sont toujours dans des logiques militantes par rapport à Google, par rapport aux grands opérateurs, est-ce que eux s'intéressent à ces questions-là ou pas? Et je pense à ça parce que je disais une interview de Richard Stallman, là, qui est le pape, le gourou de ça, et qui, quand il parlait du téléphone portable, il disait mais c'est le rêve de Staline qui est enfin réalisé. Je ne sais pas, l'intersection monde du libre et puis IA, j'ai pas trop de... par exemple, sur l'ensemble des entreprises qui travaillent sur Nantes dans le libre, j'ai pas d'idée qu'il y en ait une qui travaille sur l'IA. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que là, on essaie de promouvoir à Polytech pour il y a des élèves qui vont créer des startups et donc qui peuvent dans leur cursus ingénieur créer en avance leur startup. Et par contre, pour les élèves en informatique, les informaticiens, ils sont très très pro IA. C'est vraiment le truc, c'est quelque chose alors qu'on leur dit rien de spécifique là-dessus. C'est vraiment au niveau même des jeunes de 18 ans, on voit qu'ils sont très au courant et ils sont très intéressés par ça. Mais il n'y a pas encore de start-up, et notamment qui pourraient faire de l'open source par rapport à ça. Mais évidemment, la position philosophique de Stallman ne va pas changer avec l'IA. Ça m'étonnerait.